Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de principe et réglage d'un brûleur fuel. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les brûleurs, celui que j'appellerai partie numéro 2. Dans la première partie, je vous ai parlé de l'installation des brûleurs fuel. Je suis parti de la cuve jusqu'au gicleur pour vous montrer un petit peu comment ça se présentait. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement et des réglages. Allez, brûleur fuel, partie 2. On appellera fonctionnement et réglages. Je vous donnerai les réglages à faire au fur et à mesure. Je vais vous prendre les morceaux. Je vais vous prendre les pièces une par une. Je vais vous les décortiquer un petit peu. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans comment c'est fait, puisque ça, j'explique ça dans ma première vidéo. Mais je vais vous montrer un petit peu les conséquences de comment ça marche. Donc on va parler en premier, allez, on va parler du moteur. Le moteur, c'est ce que vous avez sur le côté de votre brûleur. Hein. Votre brûleur est comme ça. Hein. Le moteur, il est là sur le côté. Hein. Vous avez un gros moteur ici, qui vous entraîne votre pompe fuel. Donc le moteur, et votre flamme qui est là, le moteur, lui, il se met en route. En service, hein, évidemment, via la boîte de contrôle. Ça, le moteur ici, c'est bien votre boîte de contrôle qui décide quand l'allumer, enfin, quand le mettre en service et quand l'arrêter. Il n'y a pas 50 choses à dire, hein. Regardez la vidéo qui suivra. Dans la vidéo dépannage, je vous parle, si votre moteur ne démarre pas via votre boîte, comment le dépanner. Hein. Mais bon, le moteur, lui, on sait qu'il se met en route via la boîte de contrôle. Si j'ai commencé par le moteur, évidemment, c'est parce que c'était le plus simple à développer. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le moteur. Vous les cramez relativement assez rarement. Trois quarts du temps, c'est le condensateur. Allez voir ma vidéo sur les dépannages. Donc on va repartir du départ, on va repartir de l'aspiration fuel. Hop, une cuve, notre aspiration, 20 watts police, votre filtre fuel, ici, hop, en dessous comme ça, à votre pompe fuel, qui elle se situe à l'opposé de votre moteur. Hein. Ici, vous avez un axe qui traverse toute votre chaudière. Et sur cet axe, vous avez le ventilateur pour l'air et la pompe fuel. Au bout. Hop, vous ressortez de votre pompe fuel, vous repassez dans votre pompe filtre et vous arrivez ici dans votre... Voilà, et votre crépine est ici, crépine d'aspiration. Pour que ça fonctionne, déjà, la première chose, il faut du fuel. Hein. C'est peut-être un truc qui va vous faire rire. Mais en exploitation, on le voyait souvent, hein, on avait des contrats où c'était à eux de gérer leur arrivée de fuel. On nous appelait parce que c'était en panne. On arrivait, on était la cuve est vide, hein, faites remplir votre cuve. Hein. Il faut que la vanne police soit ouverte, évidemment. Si vous allez fermer votre fuel, là vous n'aurez pas de pression. Hein. Il faut que votre filtre soit propre. Filtre, ce qu'on appelle un pot filtre. Hein. Il faut que la pompe tourne. C'est des pompes à demi-lune. Hein. C'est fait comme ça. Regardez, je la développe un petit peu plus dans la première vidéo. Donc il faut bien que votre pompe tourne et votre demi-lune aussi. Hein. Ici, dans la conception de votre pompe.
là, vous allez créer une pression dans votre pompe. La cuve, crépine propre, attention il y a des filtres. Votre vanne police ouvert, votre filtre ici ouvert, votre filtre, j'en ai pas parlé, le filtre propre sur le pot filtre. Et évidemment sur celui de la pompe, hein, n'oubliez pas, vous en avez deux. Il faut que votre pompe tourne, que votre demi-lune tourne avec. Et là, vous faites une pression de fioul. Voilà pour l'aspiration de fioul. Tout simplement, le fonctionnement. En réglage, il n'y a pas grand chose. Dans ma première vidéo, regardez, je vous parle des diamètres de tuyaux, tout ça. Hein. Donc, l'aspiration fuel, voilà. Du fuel, vanne police ouverte, les filtres propres. Il faut que la pompe tourne, évidemment, pour vous faire une pression. Donc voilà pour l'aspiration de fuel. Bon, là, c'était relativement assez simple aussi. Alors maintenant qu'on a l'aspiration, on va arriver à la pompe fuel. Fait la schématique de la pompe fuel. Donc ici, son engrenage qui tourne au milieu, sa demi-lune, hein, pour faire sa pression. Aux deux vis, hein, ici, pour le vacuumètre et pour la pression, pour mettre des manneaux. Ici, vous sortez comme ceci. Là, vous allez vers l'électrovanne. Hein. Vous allez vers l'électrovanne où l'électrovanne est dessus. Et là, bon, je vous le dessine à côté, mais généralement, il est sur la pompe. Hein. Hop. Ça, c'est un ensemble, avec une vis ici au bout, qui vous pousse un piston, et qui vous bloque plus ou moins votre débit de fuel ici. Donc votre pompe aspire ici, refoule dans votre cuve ici, hein. Donc ça c'est l'aspiration, ça c'est le refoulement de la cuve, et là c'est votre réglage. Qu'est-ce qui va se passer? Votre pompe aspire du fuel, votre engrenage tourne, votre demi-lune tourne avec, vous faites une pression de fuel que vous renvoyez ici, vers l'électrovanne, et ici vous venez, c'est un clapet de décharge, hein. Vous voyez, plus vous allez le fermer, moins vous allez passer de fuel vers le retour, et plus votre pompe va monter en pression. Et vice versa, plus vous allez passer de fuel ici, plus vous allez le desserrer et passer de fuel ici, moins votre pompe fuel montera en pression. Donc le fuel aspiré passe bien ici dans la pompe, hein. Il va vers l'électrovanne, il va vers le régulateur de pression, et il retourne de surplus à la cuve. Les pompes fuel sont données pour marcher à 7 bars. On va vous remettre la pompe normalement, vue d'extérieur. Hein. Normalement c'est comme ça. Vous avez un couvercle ici avec vos 4 vis ici et vos deux prises de vacuumètre et de pression. Ici vous avez une prise de pression, vous mettez un manot là. Alors tous les dépanneurs, je dis bien tous les dépanneurs de chaudière fuel doivent avoir un manot pour le fuel. Hein. Vous mettez un manot, vous faites démarrer votre chaudière, vous regardez si vous avez vos 7 bars. Tout simplement. Si vous ne les avez pas, vous réglez ici. Alors 7 bars, je vais vous en parler après. Moi je vais vous donner un conseil, hein, et c'est ce que tous les professionnels font. Ça, c'est ce qui est donné. Si vous ne voulez pas être emmerdé, travaillez à 10 bars. Ça ne change pas grand chose pour la pompe, hein. C'est pas ça qui vous la flinguera en plus. Hein. En pratique, mettez 10 bars. Toutes mes chaudières fuel, je peux vous dire que tous mes collègues faisaient ça, et même dans les autres entreprises, hein, réglez vos pompes à 10 bars. Vous aurez une pression plus forte dans votre ligne gicleur. Sous votre électrovanne, vous aurez une bonne pression sous votre gicleur, et ça marchera à 7 bars. C'est vraiment la limite. Hein. Donc votre pompe tourne, vous montez en pression aussi, clac clac clac, vous arrivez en pression. Et bien, si vous êtes qu'à 7 bars, vous fermez, vous vissez ici un petit peu, vous fermez un peu votre clapet ici de manière à laisser passer un petit peu de moins de fuel là, et vous montez à 10 bars. Voilà comment régler votre pompe. Et les pressions à mettre. Sachez qu'une pompe fuel, une fois que vous avez réglé la pression, c'est extrêmement rare
que la pression bouge. Une fois que vous l'aurez réglé, pompe fuel, vous allez péter un engrenage, elle ne va plus monter en pression, vous allez avoir du mal à aspirer, ça va faire du bruit et tout ça. Allez voir dans ma vidéo de dépannage, je parle de tout ça. Mais une fois que vous avez réglé une pompe à 10 bars, c'est extrêmement rare que vous soyez obligé de toucher au régulateur. Le mec qui vient, qui vous dit « Ah oui, mais attendez !» qui vous remet un petit coup de pression, qui vous redémarre le brûleur, non. Il faut mettre le mano, il faut regarder la pression qu'elle a. Si vous avez 10 bars, il faut mettre 10 bars. Il faut chercher le pourquoi elle ne démarre pas. Ne compensez pas par les pressions une chaudière qui ne démarre pas. Une fois que vous avez réglé 10 bars, vous allez comprendre après, parce qu'après, il y a le réglage du gicleur qui va avec. C'est tout l'ensemble pour votre puissance de chaudière. Donc les 10 bars font partie de votre puissance de chaudière. Donc une fois que vous avez réglé ça, vous n'y touchez plus. On a nos 10 bars. Et bien une fois que vous êtes sorti de votre pompe fuel, vous allez à ce qu'on appelle l'électrovanne. Alors l'électrovanne, c'est foutu comme ça. Voilà. Passez votre fuel dedans ici. Et ici, vous avez votre clapet ici qui vous fait le marche-arrêt, qui est pris ici, vissé avec un petit aimant et là un ressort, et votre bobine qui est là. Et votre corde électrovanne, il est comme ça. Hop, voilà. Alors l'électrovanne, déjà, elle est commandée par votre boîte de contrôle. Hein. Bobine alimentée, c'est-à-dire votre brûleur tourne. Vous alimentez ici vos enroulements. Vous aspirez ici votre aimant. Vous le faites monter, vous comprimez le ressort et hop, et là vous libérez le fioul. À l'arrêt, vous coupez le courant. Ici, donc vous relâchez votre aimant. Ici, vous avez un ressort, le ressort qui pousse. Et ici, le ressort vous coupe le fioul. C'est du tout ou rien, pas de réglage. Pour savoir si la bobine est bonne ou pas, ou si votre électronique se passe ou pas, je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo dépannage. Je décortique tout ça. Donc voilà le fonctionnement de votre bobine. Donc là, on démarre, votre ventilo démarre, le moteur, hein, c'est pour ça que j'ai commencé, enfin le ventilo, le moteur démarre, votre ventilo tourne. Hein. Votre pompe fuel, on l'a vu, est monté, on l'a réglé à 10 bars. Votre électrovanne, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous avez votre gicleur qui est ici, avec votre gicleur qui est comme ceci, à peu près cette forme-là, hop, hop. Et là, ici, dessus, vous avez vos deux électrodes qui viennent ici, avec ces deux fils. Les électrodes alimentées par la boîte aussi. La boîte de contrôle qui décide quand est-ce qu'il faut les alimenter et qui les arrête. Les électrodes ne crachent pas tout le temps. Hein. Elles crachent qu'au démarrage. Hein. Quelques secondes après le démarrage, et après, c'est fini, elles ne crachent plus. Hein. Vous avez vos deux électrodes ici qui sont là. Ben, quand vos électrodes s'allument, vous faites un arc électrique. On va changer de couleur via le transfo ici. Et comme vous soufflez de l'air, alors là, je vais vous le remettre ici devant maintenant. Ici, vous avez ce qu'on appelle votre accroche-flamme, hein, votre accroche-flamme, diffuseur, hein, comme vous voulez. Et comme vous poussez de l'air ici, et qu'ici, vous avez, entre guillemets, des trous pour faire passer l'air, puisque votre canon est ici, hein, de brûleur, c'est bien d'accord. Et bien, comme vous allez monter ici en pression d'air, ce que vous allez faire, votre axe électrique, et ben, il va être là et vous allez l'allonger. Comme ceci. Tac. Et quand votre fuel va s'ouvrir, ici, ben, votre arc électrique il va être dans le fuel et il va vous allumer votre fuel. Sachez que l'écartement est donné entre 2 et 4 mm. Essayez de vous tenir le maximum à 4 mm. Si vous voyez que vous avez moins de 4 mm entre votre électrode et votre diffuseur ici, ou moins de 4 mm entre votre électrode et le gicleur, bien sûr, réglez-les à 2. Mais essayez toujours de tenir qu'un millimètre, qui peu moins. Et croyez-moi, plus vous allez écarter, c'est pas parce que vous les écarterez pas que vous n'aurez pas d'arc. Hein. Là, vous avez 10 000. Hein. Mais plus vous allez les écarter, et plus grand sera votre arc. Attention à vos 4 mm. Hein.
faites bien attention, si vous avez 4 mm ici, il vous faut plus de 4 mm entre l'électrode et le gicleur, et il vous faut ici plus de 4 mm entre l'électrode et le diffuseur. Sinon, sinon ce qui va se passer, hein, au lieu d'arquer entre vos deux électrodes, le transfo d'allumage a un point milieu hein, à la terre. Allez voir encore dans dépannage, hein, je vous explique le transfo d'allumage. Si vous arquez, si vous avez une électrode qui arque par exemple ici sur la masse, sur votre gicleur, ou qui arque ici sur votre diffuseur, ici vous n'avez plus rien. Normal, le courant, c'est comme l'eau, ça va au plus facile. Ce sera plus facile pour le courant de partir à la masse que de faire un arc ici et d'allonger l'arc avec l'air. Alors maintenant, je vais vous parler de l'accroche-flamme. Alors je fais relativement assez vite hein, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez votre canon, il est comme ça. Le canon, c'est l'obus de votre brûleur. Hein. Donc vous avez votre ligne gicleur qui arrive ici. Hein. Ici, vous avez votre accroche-flamme qui est là ici. Vous avez votre gicleur qui est là, qui est généralement qui est pas très loin de l'accroche-flamme. Hein. Voilà. Et vous avez vos électrodes qui sont ici. Tac, tac. Quand vous mettez votre chaudière, votre brûleur en route, vous amenez de l'air ici, hein, via votre moteur et votre ventilateur. Là, vous êtes en pression. Vous allez faire une pression d'air. Hein. Bon, sur les brûleurs fuel, on les contrôle rarement. Les brûleurs gaz, vous avez des prises de pression d'air, avant et après. Hein. C'est hyper important. Sur le gaz, c'est quand même plus... c'est plus la même chose. Et là, votre air, vous avez... Si je vous dessine votre accroche-flamme vue de devant, il est comme ça. Hein. Hop. Il a un trou au milieu, et là, vous avez 4 ou 5 nervures hein, pour laisser passer l'air. Et ici, passer l'air au milieu. Alors, votre accroche-flamme, vous allez passer ici en pression. Vous allez allumer votre fioul ici. Voilà, vous faites votre flamme ici, hein, comme ceci. Et là, là, vous êtes en dépression. Votre air ici, derrière, vous êtes en dépression. Donc vous passez l'air ici par tous les petits trous, hein, ces trous-là, ces fentes qui sont là. Hein. Mais vous en passez aussi ici. C'est pour ça que c'est incliné, parce que vous pouvez les régler. Et plus vous allez avancer votre accroche-flamme, plus vous allez fermer ici du fait que vous êtes incliné. Donc là, il faut savoir que votre fabricant de brûleur, lui, généralement, vous donne les cotes. Hein. À combien il est, bien souvent, il vous donne par rapport à la ligne gicleur. Mais il faut savoir que l'accroche-flamme, vous pouvez le régler. Après, c'est pour régler les combustions. Généralement, si vous les mettez aux codes que vous donne le constructeur et les lignes gicleurs, parce que sachez que les lignes gicleurs, vous pouvez les reculer et les avancer aussi. Évidemment, si vous avancez votre accroche-flamme, votre gicleur va être plus loin. Donc il faudra avancer aussi votre gicleur. Tout ça, c'est une histoire de combustion. Donc les réglages, je ne peux pas vous donner les réglages qu'il y a sur votre accroche-flamme et sur votre ligne gicleur en avancée. Hein, puisque je vous dis, ça c'est les constructeurs qui vous les donnent suivant la puissance de votre brûleur. Attention, suivant la puissance de votre brûleur. C'est calculé, c'est calculé. Eux font les essais, ils font les tests, hein, et ils vous mettent noir sur blanc, ils se dégonflent pas. Hein. Donc ça, généralement, c'est réglé. Si ça a été bien réglé, disons, vous n'y touchez pas. Hein. Venir sur un grand sujet, c'est pour ça que j'étais assez vite sur ces petits sujets-là. Parce que c'est un sujet qui est hyper important. Sur toutes les chaudières fuel, qui est le gicleur. Bon, je vous refais un petit dessin rapide hein, d'un gicleur. Vous avez ici votre filtre. Vous avez ici votre pastille. Hop.
Voilà, vous arrivez là au bout, elle est bouchée, vous avez des trous sur les côtés. Vous poussez ici sur... Hop. La buse, c'est conique. Ici, vous avez vos 3 fentes qui viennent ici. Et là, c'est le bout de votre gicleur. Voilà, en gros c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, un filtre. Là, une buse de serrage. Là, le cône, ce qu'on appelle le cône. Et là, vous avez ce qu'on appelle la pastille. Je vous rappelle le principe vite fait. Votre filtre est propre, vous passez, vous avez le fioul ici, vous passez ici dans la buse, ici par les trous, vous ressortez là sur les côtés. J'ai oublié un morceau qui est hyper important. Donc par les trous de la buse ici, vous sortez là, vous passez ici entre le cône. Donc là, attention, là vous n'avez rien, vous avez un chouïa de passage. Hein. Derrière votre cône, vous allez jusqu'à votre pastille. La pastille, vue de devant, c'est un cercle avec 3 rayures, 3 ou 4 rayures comme ça. Des toutes petites rayures, fines. Hein. Il vous passe presque rien, hein. Vous rentrez même pas un ongle dedans. Hein. Et là, vous arrivez dans la pastille, ici. Hop. Donc dans la pastille, vous passez dans les rainures, hein, puisque obligatoirement vous êtes serré ici, comme ça. Vous passez dans les rainures, et là, vous poussez. Ici, il y a un trou calibré, et là, vous poussez votre fioul en vapeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Point. La pompe fioul, elle vous envoie du beurre. Donc là, vous avez 10 barres qui arrivent. En rouge, hein, mon fioul arrive ici à 10 barres. Il passe dans le cône ici, toujours à 10 barres, et vous pulvérisez ici à 10 barres. Votre fioul, quand il arrive avec le fait de la pastille ou de l'obuconique, hein, j'ai enlevé obuconique hein, parce que c'est vraiment des termes scientifiques. Il n'y a encore que les mecs de bureau qui les appellent comme ça. Votre fioul ici arrive à la pastille, donc la pastille, comme je vous ai montré, c'est un truc qui est un petit peu, si vous le voyez de côté, qui est incurvé comme ça, hein, avec ses rainures comme ça sur le côté. Hein. Donc vous arrivez ici, vous passez la pastille, et vous venez ici sortir au milieu. Pourquoi une pastille est rainurée, comme je vous ai montré, un petit peu de travers? Tout simplement pour donner une rotation à votre fioul. Vous allez passer ici en pression, et là quand vous allez passer dans la pastille, vous allez passer un tout petit débit de fioul, enfin, puisque c'est très fin, vous n'allez pas passer gros de fioul. Hein, et du fait que vous passiez dans des rainures incurvées, vous allez donner un sens de pulvérisation. Comme un pulvérisateur à main, vous savez, regardez les pulvérisateurs à main que vous avez là pour arroser tout, démonter les pastilles, vous allez voir, c'est des pastilles comme ça. Hein. Votre fioul se met en rotation. Ici devant, bien souvent, vous avez votre accroche-flamme qui est là. Et comme vous poussez de l'air en pression ici, vous poussez bien votre fioul ici. Et comme dans l'accroche-flamme, vous avez des trous pour faire tourner votre air, les deux vont se mettre à tourner. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle du brouillard. Et dans le brouillard, qu'est-ce qu'il y a dans le brouillard? Il y a des... Même si vous avez, je vais vous dire, 3 gouttes de fioul, hein, et vous allez faire des milliards de gouttelettes. Tac. Et comme là, vous êtes en brouillard, vous êtes hyper fin, et que vous faites des milliards de gouttelettes avec vos électrodes, vous l'enflammez. Alors, allez voir pareil, dans ma vidéo dépannage, hein, bien souvent, quand j'avais des doutes sur les gicleurs, hein, je les sortais, je les tournais, je les démarrais à l'extérieur. Et si je voyais que quand le brûleur essayait de démarrer, s'il mettait en défaut, bon, bien souvent, je débranchais les électrodes pour pas qu'il allume, mais j'y faisais faire un... Et là, je voyais mon fioul, s'il sortait vraiment... S'il sortait en brouillard, ou si je voyais un jet ou un truc pas joli, là, vous pouviez être sûr que votre gicleur était mort. Bon, ça, c'est dans la vidéo dépannage. C'est un autre sujet. On va rester sur le gicleur parce que c'est un grand sujet quand même. Hein. Beaucoup de choses à dire. Le gicleur, il a une puissance. Et oui, si vous avez une chaudière qui fait 10 kW, il vous faut un gicleur qui fasse
Vous pouvez aller 10 kW pour avoir la puissance de votre chaudière. Si vous avez une chaudière qui fait 20 kg, il vous faut un gicleur qui fasse 20 kW. Sachez, alors le PSI, poids calorifique inférieur du fioul, est donné à peu près. Hein. Nous, on ne nous le donne pas à 12 kW pour 1 litre de fioul à 7 bars. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, leur base de calcul est à 7 bars. Sachez que les gicleurs seront gradués en US gallons. Eh ouais, eh oui. Malheureusement, nous revoilà chez les Anglais. Enfin, ils conduisent à droite, plutôt. Et en plus, ils nous emmerdent dans leurs calculs. Alors, si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que je vais vous donner un petit tableau. Je vous le note ici. Je vais vous noter une pression fioul. Je vais vous noter le gicleur, donc en US gallons. Hein. La pression fioul, donc ça c'est la pompe. Je vais vous le donner à 7 bars. Ce qu'on vous préconise. Hein. Je vais vous le donner à 10 bars. Je vais vous le donner à 12 bars, ça va vous permettre de voir la différence. Je vais vous le donner le rendement de votre chaudière. Hop. Alors, si le rendement de votre chaudière est à 90%, à 10 bars, donc là je vais garder les 10 bars, hein, comme moi je les règle, hein. Je vais vous donner la puissance de votre chaudière que vous avez. Vous allez voir, je vous explique, c'est très simple. Un gicleur de 0,4 gallons, alors ça c'est tout petit. Hein. À 7 bars, vous dépensera 1,51 litres heure. Un gicleur de 0,4 à 10 bars, vous passerez 1,80 litre. Donc vous voyez que la pression, je n'ai pas changé mon gicleur. Hein. Mon gicleur c'est toujours le même avec mon cône qui a sa puissance. Hein. Il est bien à 0,4. Hein. Donc vous voyez que de 7 bars à 10 bars, vous voyez déjà la différence du fuel que vous passez. Hein. À 12 bars, vous passez à 98 litres heure. Et en puissance, sachez qu'un gicleur de 0,4 réglé à 10 bars, puisque je vous ai pris ici à 10 bars, sera pour une chaudière de 17 kW. Oh, vous allez me dire, alors là je ne comprends pas. Ça vous choque pas ça? Regardez les 3/4 de vos chaudières, les mecs ils se font pas chier, ils vous mettent des gicleurs 0,75. J'ai vu beaucoup de chaudières particuliers qui marchent avec des gicleurs de 0,75. Hein. Vous avez des chaudières qui font combien? Vous avez une chaudière qui fait 20 kg, regardez déjà 0,4. Vous en êtes pas loin. Hein. Allez, je vais continuer. Je vous fais le 0,5, le 0,6, je vous prends les petites puissances. Hein. Le 0,65, le 0,75, le 0,85 et le 1. 1,89 litre, 1,05. 1,06, on passe 2,27 litres. 1,065, on passe 2,46 litres. C'est pas des trucs que j'invente, hein. Attention, c'est des tableaux qui sont donnés par les fabricants de gicleurs. Hein. 2,84 litres, 3,21 litres, 3,78 litres. Obligatoirement, plus votre gicleur va grossir, plus vous allez passer de fioul, plus vous allez augmenter votre puissance. Là, on est dans les 7 bars. 1,91, 2,71, 2,93, 3,39, 3,83 et 4,51. Donc vous voyez déjà la différence entre 7 bars et 10 bars. Je vous donne la 12 bars. Je vous dis, c'est bon, ça c'est juste pour faire une comparaison. Mettez pas vos pompes à 12 bars, ça sert à rien. À 10 bars, ça marche très bien. Quand je vous dis 10 bars, hein,
même sur les grosses, enfin les grosses, je vais vous dire les moyennes installations. Hein. Déjà des chaudières qui tenaient déjà la route, déjà des grosses puissances, on réglait tout à 10 bars. Hein. Après, c'est qu'une histoire de galons pour ajuster votre puissance. Hein. Alors, on va garder les 10 bars, hein, puisque je suis toujours, je vous ai pris ces 10 bars. Un gicleur de 0,5 gallons, à 10 bars, vous ferez 1,91 et vous serez déjà à 21,26 kg. Vous serez à 25,60 kg avec un 0,60. Vous serez à 27,69 kW avec un 0,65. Vous serez à 32,03 avec un 0,75. Vous serez à 36 kg 20 avec un 0,85 et vous serez à 42 kg 60 kW de puissance de la chaudière. Hein. Je suis bien sur la puissance de votre chaudière. Hein. On va me dire, attends, tu me racontes n'importe quoi. Hein. Regardez, les 3/4 des gens qui font pas gaffe, ils vous montrent. Les mecs qui ne s'emmerdent pas, ils vous foutent des 0,75. À 0,75 à 10 bars, vous êtes à une chaudière de 32 kg. 32 kg. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors bien sûr, si on vous met à 0,75 avec une pression de fuel à 7 bars, vous n'aurez que 2,84 litres. Vous ne serez plus à 32 kg. Hein. Vous serez... j'ai vu le tableau, c'est vrai que je n'ai pas fait la comparaison en 7 bars, mais vous serez 6-7 kg en dessous, quoi. Vous serez peut-être à 26-27 kg, quoi. Pourquoi monter un gros gicleur et faire un gros débit de fuel? Plus vous allez compresser votre fuel, plus vous allez facilement l'enflammer. Donc, chez les particuliers, moi je ne me posais pas de questions. Et de toute manière, les gens, je vais dire entre guillemets, les professionnels ne se posent pas de questions. Ils vous mettent des 0,60. Mettez un gicleur de 0,60, ça vous fait une puissance à 10 bars de 25 kg. Bien souvent, les 3/4 du temps, vous avez l'eau chaude avec. Hein. Et là, à 25 kg, vous êtes pas mal. La puissance de votre chaudière, la puissance de votre gicleur, hein, en US gallons, hein, bien sûr. Et voilà les débits de fuel par rapport aux pressions que vous mettez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne bougez pas vos pressions de fuel. Une fois, si vous voulez vous régler à 7 bars, réglez-vous à 7 bars, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous vous réglez à 7 bars, ne bougez pas votre pression de fuel. Si vous êtes en panne, que le mec il dit oh, bah, attendez, il met le mano à 7 bars, hop, il vous le monte à 10 bars. S'il vous le monte à 10 bars, il vous a changé ça. Hein. Il vous a changé la combustion et il vous a changé votre puissance. Hein. Donc la pression, quand vous avez calculé votre pression de fuel par rapport à votre gicleur pour avoir la puissance de votre chaudière, évidemment, on n'y touche plus. Si je vous ai mis 0,6 avec 2,71 litres et 25,60 kg, on ne touche plus à ça. On ne touche plus à ça. Voilà la correspondance des US gallons par rapport à une pression de fuel et par rapport à une puissance de chaudière. Ça, allez voir sur internet ou dans les bouquins de chauffage, c'est ce que vous retrouvez, hein. C'est ce qu'on vous apprend. Hein. Donc là, c'est pareil, hein. Là j'invente rien. Hein. Bon, je simplifie. Hein. Je simplifie un petit peu pour essayer, n'oubliez pas que j'essaye de me mettre au niveau de tout le monde, hein, pour que tout le monde comprenne. Mais je vous donne des billes entre deux. Alors là, le gicleur. On va rester dessus. On a vu comment ça fonctionnait. On a vu comment passer le fuel dedans, ce qu'il fallait faire, la fonction, comment le fuel tourner côté. Et bien gicleur, on n'est pas quitte.
J'aurais presque pu faire une vidéo spécifique sur les gicleurs. Voilà, voilà votre gicleur. Votre accroche-flamme est là ici devant, hein, évidemment. Ben, sachez aussi que vos gicleurs, il y a ce qu'on appelle ici un angle de pulvérisation. Vous avez le choix entre plusieurs angles, c'est-à-dire que vous faites votre flamme comme ça, vous pouvez la faire plus fine ou encore plus fine, vous pouvez faire une flamme presque droite. Comme je vous disais, hein, si vous prenez un angle plus petit, donc là, par exemple, on va dire que vous avez un grand angle, votre flamme elle va être comme ça. Si vous prenez un angle plus fin, votre flamme elle va être comme ça. Voilà. Si vous prenez un angle encore plus fin, vous allez faire une flamme presque plate. Hein. Ça dépend de votre foyer. Je ne suis pas tout à fait bon. Parce que plus votre angle va être grand, pardon, et plus courte sera votre flamme. Un grand angle, votre flamme n'ira pas au fond du foyer. Si vous descendez l'angle, votre flamme sera plus longue. Si vous mettez un tout petit angle, vous allez faire une flamme assez rabaissée, hein, très courte, mais vous allez aller beaucoup plus loin. Il dépend de quoi? Alors l'angle, il dépend bien sûr du gicleur et dépend aussi de la pression de fioul. Hein. Plus vous allez augmenter votre pression de fioul, plus vous allez augmenter votre angle. Hein. Même si vous avez un gicleur qui est prévu par exemple ici, on va dire 60 degrés, c'est ce que vous trouvez généralement un petit peu partout, hein, 0,60-60, 0,60 gallons, 60 degrés. Si vous avez un gicleur de 60 degrés à 10 bars, vous allez avoir cette forme-là. Si vous le montez à 12 bars, vous allez monter la pression, vous allez agrandir votre flamme. C'est pour ça qu'il est important de garder toujours le même gicleur et la même pression de fioul. C'est hyper important. Vous avez, on va dire, 3 catégories d'angles. Hein. C'est 3 catégories. C'est ce que vous trouvez le plus souvent. Vous avez des 40 degrés. Vous avez des 60 degrés. C'est, allez, on va dire, c'est le passe-partout. Hein. C'est ce que tout le monde met. Hein. C'est à peu près, toutes les 3/4 des chaudières sont calculées avec des 60 degrés. Et vous avez des 80 degrés. Et le 80 degrés, bien souvent, vous vous en servez quand vous avez des problèmes d'allumage. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais. Hein. Si votre chaudière est propre, vous êtes sûr de votre fioul, de tous vos filtres, vous êtes sûr de votre gicleur, un gicleur neuf, et vous êtes sûr de lui. Et si vous êtes en 0,60-60, et si des fois il vous loupe des démarrages, ça peut être tout simplement une conception de chaudière. S'il a tendance à vous louper des démarrages, ne vous embêtez pas, mettez à 80 degrés. Ça, je le faisais, hein. Même sur des petites cacahuètes, hein. Même sur des petits gicleurs de particulier. Hein. Et j'avais un agriculteur qui habitait pas loin de chez moi, hein, et qui avait une chaudière, pareil, pendant des années. Il avait une chaudière, hein. Pourtant c'était de la marque, hein. C'était chaudière de marque, un petit brûleur de marque, et son brûleur, de temps en temps, se foutait en défaut, personne ne trouvait, il a fait venir plusieurs fois des gens et tout. Et puis un jour, il m'a posé la question, j'ai dit, bon, attendez, je vais venir voir. J'ai regardé, j'ai pris mes pressions foyer, j'ai regardé mes pressions fioul, tout, j'ai dit, non, tout est là. J'ai regardé et j'ai dit, vous savez pas, on va mettre à 80 degrés, et on va bien voir ce qui se passe. J'ai gardé mon débit de fioul, hein. Mon débit de fioul n'a pas changé, donc je n'ai pas touché à ma puissance de chaudière. J'ai juste modifié mon angle. Jamais été rendu, jamais. Donc, problème d'allumage, augmentez votre angle. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description.
Eh ben, on va venir sur les marquages. Alors sur votre gicleur, sur le côté ici, hein, le gicleur est comme ça, comme ceci. Hop. Voilà. Sur les côtés ici, vous avez plein de choses de marquer. Alors vous avez marqué quoi? La marque du gicleur, son débit, son angle de pulvérisation, hein, évidemment. Et bien sûr, je vais vous donner les deux principales marques. Hein, donc, hop, non, marque. Regardez dans dépannage, hein, j'en parle des gicleurs. Prenez du Danfoss sur les petites puissances ou du Stenel. Donc la marque, donc ça va être marqué Danfoss ou Stenel. Vous allez avoir le débit de votre gicleur en kilos heure. Vous allez avoir l'angle. « 80 degrés. Et à côté, vous allez avoir deux petits chiffres. Je vais y venir après. Ça, c'est les cônes. C'est l'intérieur des cônes. Ça, norme européenne. Européenne. Alors la norme européenne vous le donne à 10 bars avec une densité de fioul à 0,84. La densité du fioul ne bouge pas beaucoup, hein. Une viscosité, j'y viendrai, une viscosité 3-4 mm carré seconde. Donc là, on est en norme européenne. Et vous avez, après, toujours ce même, maintenant il veut le mettre lorsqu'il appelle le code fabricant. Le code fabricant, c'est quoi? C'est tout simplement la marque. Hein. Alors vous allez avoir le débit, encore un coup. Mais ce coup-là, vous allez l'avoir en US gallons. Eh ouais, voilà les Anglais. Et vous allez avoir l'angle. Sauf que les Anglais, ils vous mettent l'angle, mais ils ne vous mettent pas les deux lettres ici. Je vais y venir tout à l'heure aux deux lettres. Donc ça, c'est la norme US. Eux, ils testent à 7 bars. Avec une densité de fioul à 0,84, donc vous voyez ça bouge pas beaucoup ça. Et une viscosité à 3,4. Viscosité à 3,4. La seule différence entre la norme européenne et la norme US, c'est juste qu'en Europe on fait du 10 bars, en Angleterre, enfin norme US, à 7 bars. Donc voilà ce qui est marqué sur votre gicleur. Ça c'est ce qui c'est gravé dessus. Hein. Donc pensez-y, comme marque débit angle, et si vous voyez un chiffre avec deux petits machins, et code débit, sinon vous l'avez en une US gallon. Ah, le gicleur c'est très important, hein. De toute manière, c'est le, je vais pas vous dire c'est le cerveau de votre chaudière, mais eh ben gicleur, vous avez un mode de pulvérisation. On a vu tout à l'heure que vous allez dire, bah, le mode de pulvérisation, c'est les angles. Oui, je vous ai montré tout à l'heure 3 modes de pulvérisation, hein, à 40, 60 et 80 degrés. C'est un angle de pulvérisation. Et vous allez voir, c'est plus vicieux que ça. Vous avez ce qu'on appelle les S. Les S, c'est une répartition pleine. C'est-à-dire que vous avez votre gicleur ici avec votre angle, votre fioul qui est pulvérisé, et devant, voilà, vous avez un brouillard. Partout. Voilà, voilà votre brouillard de ce que vous avez. Type S.
Répartition pleine. Alors la répartition pleine S, ça, bien sûr, c'est en... Vous trouvez ça sur les côté anglais. Côté européen, on vous fait un trait. C'est pour ça que tout à l'heure, vous aviez un avec 2 traits. Quand vous avez l'angle de votre gicleur, et si vous avez un seul petit trait à côté où marqué S, répartition pleine. Vous avez le B, donc qui est toujours dans du marquage anglais. Hein. Ben, c'est une répartition semi-pleine. Semi-pleine, on met en code européen 2 traits. En US Gallo, en anglais B, en européen. Tout à l'heure, je vous ai bien parlé de 82 degrés. Tout à l'heure, je vous ai bien parlé de 80 degrés avec 2 traits. On était en semi-pleine. C'est quoi semi-pleine? Ben, je reprends mon... Hop. Voilà. C'est-à-dire que la forme de mon gicleur vous fera une pulvérisation ici comme ça. Et ici au milieu, vous avez de l'air. Vous n'avez pas de fuel dans le milieu de votre brouillard. Voilà la semi-pleine. Et évidemment, eh ben, vous avez H, marqué que les Anglais sont fins. Hein. S. S comme pleine, B comme... Enfin, S comme pleine, B semi-pleine, et H creuse. Ça correspond vachement. Et bien, vous ne savez pas. Hop, en code européen, vous avez rentré. Et là, vous savez si votre gicleur, donc, je vais vous refaire mon petit dessin. Hein. Creux, c'est quoi? Je vais vous le faire un petit peu plus grand. Creux, c'est ça. Et votre brouillard de fuel, il est là. Ici, intérieurement, vous avez de l'air. C'est la forme de votre gicleur qui détermine ça. Hein. Alors après, c'est suivant le code à l'intérieur, la vitesse que vous le faites tourner, la façon dont vous le faites tourner par rapport à l'air que vous amenez derrière. Donc voilà, encore sur les marquages, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les 2 petits traits. Alors, plus la puissance de votre brûleur va augmenter, il faudra partir vers ceci, semi-creuse ou semi-pleine, car c'est plus difficile de mélanger les gouttelettes. Les 3/4 du temps, vous, sur vos petits brûleurs, hein, chez particulier, vous êtes en B, hein, vous êtes en 2, vous êtes en semi-pleine. Hein. Donc voilà pour les gicleurs. On a fait le tour des gicleurs. Donc vous voyez, déjà les gicleurs, c'est un grand sujet. Hein. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'allumage sur votre chaudière, au bout de 3 secondes, c'est le défaut. Hein. Donc après, c'est un problème de cellule, soit qu'elle est sale, ou alors quelque chose devant votre cellule qui l'empêche de voir, ou c'est votre transfo qui est mort. Hein. Ce qui va nous amener à parler des cellules. Donc la cellule, elle sert à quoi? Elle sert à voir s'il y a une flamme. C'est une sécurité. Quand votre brûleur s'allume, si au bout de tant de secondes, votre cellule n'a pas vu, généralement c'est entre 3 et 5 secondes, hein, les boîtes de contrôle. Bah, ça dépend des boîtes, mais si au bout de 3 ou 5 secondes, votre brûleur ne s'est pas allumé, la boîte de contrôle dit stop, défaut. Bah, c'est quoi hein, je vais vous mettre juste les plus courantes hein, ici. Donc, vous voyez la lumière ici, vous avez une espèce de petit carreau au bout, hein, elles sont clipsées là dans votre brûleur. Et elles sont généralement, votre canon est comme ça, vous passez votre ligne gicleur comme ça. Hop, votre ligne gicleur est comme ceci. Attendez, que je dessine mon gicleur à l'envers. Voilà, votre accroche-flamme est là, votre canon est là comme ça. Généralement, les cellules sont clipsées là en travers. Hein.
Et ben, il faut que ce carreau-là, ici, quand vous allumez votre brûleur, à travers le diffuseur, à travers la croche-flamme, hein, ici, il va voir votre flamme. Et là, eh ben, comme il va voir le rayonnement de votre flamme, hein, il va avoir du rayonnement, lui. Hein. Vous allez avoir un rayonnement partout. Hein. Vous allez allumer, vous allez éclairer. Ben, lui, il va dire, si votre flamme est allumée, c'est bon. Donc, c'est lui, direct sur la boîte. Hein. C'est une sécurité. Donc, allez voir aussi dans ma vidéo dépannage. Je parle de comment les contrôler. On a encore un truc qui est important, c'est le volet d'air. Alors le volet d'air, vous avez deux façons de régler. Hein. Vous avez une façon manuelle. Vous pouvez le régler, vous avez une petite vis et vous tirez dessus et vous rebloquez avec la vis. Ou vous avez certains qui marchent avec des petits pistons pris sur le fioul. Là, regardez, dans ma vidéo dépannage, je parle de ça. À quoi sert le volet d'air? Eh ben, le volet d'air, il vous sert tout simplement à régler votre combustion. Je ne vais pas détailler la combustion parce que je vais faire une vidéo spécifique à la combustion. Donc le volet d'air vous sert à régler votre combustion. Il faut régler aussi, puisqu'on est dans l'air, votre diffuseur. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, votre canon est comme ceci. Donc votre diffuseur est là, il faut le régler pour avoir aussi, on va marquer diffuseur, pour avoir le bon apport d'air. Donc, pareil, ça sert à régler la combustion. Ça, bon, ça peut varier suivant l'encrassement de votre chaudière, l'encrassement de votre ventilo. Ça, par contre, le diffuseur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'il est réglé, vous n'y touchez plus normalement. Hein. Une pression d'air ici derrière. Une pression primaire. Et une pression secondaire. Donc là, c'est dans le peaufinement. Vous pouvez très bien régler votre volet d'air et ne pas réussir à régler votre combustion. Si vous n'arrivez pas à régler votre volet d'air et à régler votre combustion comme il faut, généralement, c'est que votre accroche-flamme est mal réglée. Donc, vous peaufinez avec lui hein, pour avoir une combustion. Et bien, une combustion parfaite. Hein. Parfaite. Bon, dans le tube, il n'y a jamais de combustion parfaite. Hein, mais... Qu'est-ce que j'appelle une combustion parfaite? C'est une combustion alors, où vous aurez les CO2, les O2 qu'il faut, et où vous aurez un smog zéro. Un smog zéro, c'est la suie. C'est ce que vous retrouvez quand vous ramenez votre chaudière. Hein. C'est toute la suie qui est à l'intérieur. Moins vous aurez de suie, mieux ce sera pour votre chaudière parce qu'elle gardera déjà son rendement et ça ira moins vite. Et ça veut dire que vous brûlez bien comme il faut votre fuel, vous n'avez pas de perte par les suies. Combustion du fuel. Sachez que quand il est liquide, il ne brûle pas. Liquide et froid. Attention, je rajoute froid, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. À température ambiante, disons. À température ambiante, mettez du fuel dans une gamelle, prenez une cigarette, hein, trempez-la dedans. Vous allez voir, il ne va pas s'enflammer. Votre gouttelette de fuel, qu'est-ce qui se passe? Quand vous sortez de votre gicleur, allez, on va reprendre le nez du gicleur. Votre gouttelette de fuel, elle est là. Elle traverse donc sa zone de combustion à une vitesse élevée. Normal, vous la poussez à 10 bars et en plus vous avez l'air qui vous la fait tourner côté. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente en température. Qu'est-ce qu'elle fait? Votre gouttelette ici, elle s'évapore. Et qu'est-ce qui se passe en s'évaporant? Bien souvent, le noyau de votre fuel, la suie, ce qu'on appelle la suie, hein, ici et là, et ici vous avez l'atome de votre évaporation. Donc ce qui brûle, c'est tout ce qui est évaporé, et vous, ce que vous retrouvez dans la chaudière, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, dans les réglages de la croche-flamme, hein, et un maximum, hein, on essaye d'aller brûler au
maximum ceci. Alors évidemment, si vous poussez votre gouttelette comme ceci et que là, il n'y a pas d'air, n'oubliez pas, pour que votre fuel il s'enflamme, il vous faut quoi? Il vous faut de l'oxygène. Hein. Vous poussez votre gouttelette en pression, elle augmente sa température. Sur votre atome, sur votre gouttelette, elle s'évapore, vous faites un brouillard, hein, normal, ça chauffe, ça s'évapore. Vous enflammez, vous amenez de l'air ici, vous enflammez avec l'air, mélange air qui est gazeux et fuel qui est semi-gazeux, on va dire, qui est en brouillard. Et là, vous brûlez ceci. Une fois que vous avez brûlé tout, vous retrouvez dans votre chaudière. Quand vous la ramenez, vous retrouvez ça. C'est le principe de vos moteurs diesel. Hein. Quand on vous parle d'injecteur sur vos moteurs, ça marche comment? Regardez. Hop. Vous avez le piston de votre bagnole qui est là ici, qui descend, sa bielle, son vilebrequin, enfin tout le bassin mécanique. Votre injecteur est là. Quand votre piston est en position haute, vous avez comprimé votre air, vous faites un échauffement, et sachez que le fuel, s'il ne brûle pas quand il est froid, sachez qu'à 70 degrés, prenez le fuel, mettez-le sur votre gazinière, vous allez remettre un thermomètre dedans. Et bien, il s'auto-inflamme. Ça veut dire quoi, il s'auto-inflamme? Ça veut dire que vous le chauffez à 70 degrés, même si vous n'apportez pas une flamme pour l'enflammer, il va s'enflammer tout seul. Et votre bagnole, ça marche comme ça. Hein. Vous montez le piston, vous comprimez votre air, vous chauffez tout à une température assez élevée. Vous amenez du fuel ici, alors là, vous n'êtes plus à 10 bars, hein, vous êtes à une pression beaucoup plus élevée. Et comme vous arriverez ici hyper chaud, quand vous pulvérisez votre gasoil, quand votre piston est haut, votre fuel, lui, comme vous savez qu'à 70 degrés, vous êtes en dessus des 70 degrés, vous auto-inflammez. Et là, vous repoussez sur votre piston. C'est pour ça que vous n'avez pas de bougie sur les moteurs, sur vos moteurs diesel. Si, vous avez une bougie, ce qu'on appelle ici, alors une bougie de préchauffage. Elle sert à quoi votre bougie de préchauffage, d'après vous? Vous dites que votre bougie de préchauffage est morte? Quand votre moteur est froid, quand vous démarrez à froid, la première chose, vous allumez ici, c'est une résistance, hein. Donc vous allumez une résistance, vous montez en température ici votre chambre de combustion, et quand vous démarrez, votre fuel il arrive, bon, c'est froid, votre fuel, votre moteur est froid, mais ici vous avez chauffé la chambre, votre fuel il arrive, vous passez 70 degrés, explosion. Et dès que votre moteur a démarré, vous coupez votre bougie de préchauffage, et après vous pouvez tourner 150 000 km, si vous n'arrêtez pas votre moteur, vous n'aurez jamais besoin de bougie de préchauffage. Un injecteur, c'est un gicleur. Pas la même pression, pas les mêmes angles. Mais vous marchez toujours sur le principe de l'évaporation du fuel à une certaine température. Bon, eux marchent plus, sur les brûleurs, on marche plus sur plus bas, comme du fait qu'on marche plus bas, si vous voulez. C'est un petit peu moins pointu. Tout simplement. Donc bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour que votre fuel s'enflamme. Alors, je vais vous donner un petit tableau, il vous faut de l'oxygène, ce qu'on va appeler O2. Vous allez avoir des gaz qui vont sortir, brûler, qu'on appelle CO2. Et vous allez avoir ce qu'on appelle, alors ça c'est ce que vous allez retrouver dans les réglages, hein, l'excès d'air. L'excès d'air. Bon, je vous donne ce petit tableau-là à titre indicatif. Je vous marque et je vous décortique ça après. 4,5, 5, 5,5, 6,5 et 7. 18,5, 21,8, 25,2, 28,9,
38, 41, 5, 46, 3, 02, 18, 12 et demi, 12 A, 11, 7, 11, 3, 16, 12. Dans les réglages de combustion, je vous parlais tout à l'heure des réglages. Bon. Une fois que vous avez trouvé vos angles, votre cône, votre pression fuel, votre gicleur par rapport à la pression de à la puissance de votre chaudière. Là, le tableau qu'on vous donne à peu près pour les combustions. Alors, c'est quoi une combustion? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Mais sachez que vous avez de l'oxygène, vous avez ce qu'on appelle un excès d'air, et le CO2, c'est les gaz brûlés. Pour le fuel, on vous dit le CO2 maxi, c'est 13. 12, là, je vous l'ai mis à 12,8. En sachant que si vous réglez votre CO2 à 12,8, vous devez avoir à peu près 3,5 d'oxygène. Il vous reste 3,5% d'oxygène que vous n'avez pas cramé. On considère que vous avez 18,5% d'excès d'air. C'est-à-dire que c'est de l'air qui vous a servi à rien. Vous avez trimballé de l'air dans votre chaudière que vous avez réchauffé et que vous allez balancer dehors, en plus de ce que vous aurez cramé. À 12,5, on considère que vous avez 21% d'excès d'air pour un CO2 de 4. Ça, c'est les petits tickets. Regardez vos petits tickets que vous donnent vos chauffagistes quand ils vous contrôlent. Vous allez retrouver ça. Et plus vous allez descendre en CO2, c'est-à-dire plus votre combustion va être mauvaise, parce que plus vous allez augmenter de l'air, et moins votre combustion sera bonne, évidemment. Parce que, j'ai oublié de vous mettre un truc ici, c'est les températures fumées. Ce qui compte. Je vais vous dire moins élevé, je ne vous donne pas de chiffres parce que ça dépend des chaudières. Et plus vous serez mauvais en combustion, plus vos températures fumées vont changer. Température fumée, c'est de la chaleur que vous mettez dehors aux petits oiseaux, n'oubliez pas. Donc plus votre CO2 augmente, plus vous augmentez votre excès d'air, c'est-à-dire que vous envoyez de l'air dans votre brûleur qui ne vous sert à rien, que vous allez réchauffer. Réglage idéal, alors c'est pareil, ne montez pas trop haut dans les CO2, parce que plus vous allez monter en CO2, moins vous aurez d'oxygène. Vous aurez moins d'excès d'air, vous allez me dire, je vais faire une combustion parfaite. Pensez à ma petite molécule du milieu qui ne brûle pas, c'est de la suie. Plus vous serez près des... Parce que normalement il est donné à 13, le CO2 max du fuel. Si vous le montez à 13, vous aurez tendance à faire un peu de suie. Qui dit suie dit encrassement de votre chaudière. Votre flamme, quand elle va venir sur votre chaudière, ça vous fera une petite couche, votre suie vous fera une petite couche d'isolation. Donc vous perdrez du rendement. Ne vous emmerdez pas. Voilà. Si vous voulez une combustion normale sur du fioul domestique, réglez-le à 12,5. 12,5 ou un petit peu en dessous. Généralement, vous tomberez avec 4 ou 4,5 d'O2, d'oxygène. Ça, c'est ce qui est, je vous dirais, le meilleur. Ces deux-là. Restez là-dedans. Après, vous allez me dire, bah oui, mais des fois, moi, j'ai 12,5, mais ici, en oxygène, je suis à 6,5, 7. Vous savez pas? Bah, si vous êtes à 6,5, 7 et que vous êtes à 12 de CO2, c'est tout simplement que votre accroche-flamme est trop reculée. Vous passez trop d'air sur le côté de votre accroche-flamme et vous passez votre O2 sur les côtés. Vice versa. Si vous êtes à 12 de CO2 et puis que vous êtes à 1 ou 2 de 2, vous allez dire, bah oui, mais je peux pas, j'ai plus d'oxygène. Bah, c'est l'inverse, c'est parce que vous passez tous dans votre accroche-flamme. Là, il faut reculer un petit peu votre accroche-flamme de manière à repasser un petit peu d'air sur les côtés et redonner un petit peu d'air sur les côtés de votre flamme. Tout simplement. C'est là qu'est la finition de réglage de votre accroche-flamme. Sinon, pour régler ça,
Sinon, une fois que votre accroche-flamme est bien réglé, volet d'air. Hein. Vous modifiez votre volet d'air un petit peu, et là, votre flamme, elle va se modifier, et votre O2 et votre CO2 vont monter ou descendre. Je ne vais pas trop développer parce que je vous dis, je vais faire sur les combustions, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas aussi simple que ça, vous verrez. Mais n'importe quel chauffagiste qui vient vous régler un brûleur saura, qui dira le mec, allez, si je suis à 12, 12,5, 4, 4,5 de 2, je suis bien. Terminé. Ça restera, c'est ce qui est gravé dans les têtes de tous les régleurs de brûleurs. Hein. Je fonctionnais comme ça aussi. Hein. Je savais que quand j'étais dans ces marges-là, j'étais bien réglé. Donc j'avais un fuel qui était bien diffusé, qui était bien mélangé en vapeur, qui était bien mélangé en air fuel, enfin en gaz, en air gazeux du fuel plus l'air que je ramenais derrière. Et là, je faisais pas de défaut et je gardais au maximum ma chaudière pour pas. À 12 de CO2, vous noircirez moins votre chaudière. Hein. N'essayez pas d'aller chercher les 13 de CO2, je vous dis, vous en crasserez. Vous serez obligé de ramener 2 fois par an. Bon, je vais vous parler d'un truc vite fait, parce qu'il faut savoir que ça existe. Hein. Le point de rosée, c'est quoi? Vous avez votre chaudière qui est là, vous avez votre départ, votre retour, vous avez votre foyer qui est là comme ça ici, avec votre flamme ici à l'intérieur. Hein. Hop. Donc bien souvent, vous passez les gaz. Les gaz, bien souvent, c'est ce qu'on appelle du foyer borne. Hein. Donc vos gaz passent ici, comme ça, et partent en fumée. Hein. Tac, 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 tac. Et vous avez l'eau qui circule comme ça, dans votre chaudière. Ici et là. Ben, les points de rosée, si vous sortez à 70 degrés d'eau, ici, vous allez rentrer à 50 degrés, et ben descendez pas en dessous. Descendez pas en dessous des 50 degrés quand vous êtes au fioul. Vous savez ce qui va se passer? Ben ici, vos fumées, elles vont taper ici, dans votre chaudière. Bon, elles vont pas dans l'eau, hein, c'est 2 circuits séparés. Hein. Mais la température de votre ferrage, entre guillemets, ici est à 50 degrés, ici à 70. Avec l'oxygène, il ne se passera rien. Mais ici, avec 50 degrés, eh ben, votre ferraille, elle va condenser. Vous allez faire de la condensation. Et là, on arrive dans le problème des chaudières à condensation. Sachez que vos chaudières fuel ne sont pas prévues pour. Si vous condensez à l'arrière de vos chaudières, vous les flinguez, on attend 3 mouvements. Ils vendaient, alors, je vous parle de ça, allez, je vous dis une trentaine d'années, ils vendaient chez Brico Dépôt ce qu'on appelait des petites chaudières en fion, des petites chaudières en fonte, ce qu'on appelait de la fonte italienne. C'était de la fonte de mauvaise qualité. Ça, c'était Brico Dépôt qui vendait ça à un moment. Je vous dis, ça fait longtemps. Hein. Et ben, les 3/4 des gens qui n'avaient pas de 23 volts, qui n'avaient rien, qui régulaient ces chaudières, enfin qui avaient une installation merdique derrière, ben, et des fois ils rentraient à 50 degrés ou en dessous 50 degrés. À l'arrière des chaudières, endroit où vous ramenez, hein. Là vous êtes conduit fumé. Hein. Et ben vous condensez, et ben vous savez pas, 1 an. J'en ai vu au bout d'1 an, vous preniez un tournevis, vous grattiez, vous enleviez des pellicules de rouille. Parce qu'attention, hein, la condensation ici, c'est de l'acide, hein, ça vous bouffe tout. Hein. Sortez des pellicules de rouille et chaudière est percée. 1 an. Donc attention aux points de rosée. Alors, les points de rosée, évitez de descendre vos retours de chaudière à 50 degrés. Et bien sûr, c'est compris pour un CO2 compris entre 13, même 13,5, hein, le CO2 maxi, et 10,5. Si vous descendez, CO2, si vous descendez, plus vous allez faire d'excès d'air et plus vous allez condenser. Donc c'est pour ça que ne descendez pas en dessous de 10,5. Plus vous allez augmenter le phénomène du point de rosée. On y reviendra quand on parlera, quand je ferai des vidéos sur les chaudières à condensation. Pour l'instant. Tiens, petit sujet qui est pas mal ça. On a fait le tour de notre brûleur, hein. Je vous ai montré un brûleur traditionnel. Et vous avez une autre sorte de brûleur, ce qu'on appelle les flammes bleues.
Comment ça marche la flamme bleue? La flamme bleue, vous amenez de l'air neuf, évidemment, par votre ventilo. Vous amenez, alors attendez que je vous le dessine comme il faut, comme ceci. Alors vous avez un semblant d'accroche-flamme. Hein. Bien sûr, ici, vous amenez votre gicleur avec votre fuel, hein, pulvérisé. Vous partez ici dans une espèce de cylindre. Et ici, à l'intérieur, vous avez un deuxième cylindre qui est là comme ça. Pulvérisez votre fuel ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le tube mélangeur. Ça, c'est ce qu'on appelle une tuyère. Vous ouvrez votre fuel, vous l'amenez ici, là, vous l'enflammez. Faites votre flamme. Vos gaz de flamme, vous les poussez comme ceci. Du fait du tube mélangeur, vous allez avoir tendance à en ramener ici comme ça. Et là, ici, donc là, vous êtes dans votre foyer. Et là, ici, vous allez avoir tendance à faire ceci et revenir ici comme ceci. Là, vous avez ce qu'on appelle, alors eux, ils n'appellent pas ça un diffuseur, ça, ils appellent ça un diaphragme. Alors attention, hein, c'est des fabrications bien spécifiques à ces brûleurs-là. Hein. Un diaphragme d'air. Pourquoi vous avez une flamme bleue? Bah, tout simplement parce que ici, vous allez souffler, vous soufflez votre air, vous ouvrez sur votre gicleur, vous enflammez votre fuel. Ici, votre flamme est là. Vous avez la petite molécule, comme je vous montrais au milieu, la petite molécule dessus, entre guillemets, qui ne brûlait pas. Et bien, ce qu'on fait, on les récupère et on récupère les gaz à brûler. Tout simplement. Tout ce qui est sur les côtés ici, hein. Puisque là, pareil, hein, là, votre gaz, il revient ici, ici dans votre tube mélangeur, et ici, hop, il revient dans votre tube mélangeur aussi. On récupère des gaz brûlés pour faire votre flamme. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas brûlé, entre guillemets, alors on ne récupère pas tout, hein. C'est pas 100%, hein, évidemment. Mais tout ce que vous n'avez pas brûlé dans votre première combustion, vous le ramenez et vous le brûlez dans la deuxième. Alors, c'est un avantage, c'est une faible émission de NOx. NOx, c'est ce qu'on vous parle beaucoup à la télé, on vous pollue avec ça, les NOx. C'est les fameux gaz quand vous mettez les voitures. Je vous parle de voitures, ça correspond à quoi? C'est une vanogère sur une bagnole. Hein. Vous voyez qu'il n'y a rien de... Vous avez vu tout à l'heure, le gicleur et l'injecteur. Eh ben, le flamme bleue, c'est vos voitures diesel d'aujourd'hui. Quand on vous dit qu'ils sont à faible émission de NOx, eh bien, faites ça avec la vanogère. Avec la vanogère, tout simplement, vous récupérez une partie des gaz brûlés, mais pas tout. Vous êtes bien obligé de vous amener de l'oxygène quand même. Hein. Si on ne vous amène pas d'oxygène, il n'y aura pas de combustion. Mais on vous récupère une partie des gaz brûlés, qu'on revient ici, qu'on brûle. Alors le NOx, bien sûr, c'est pas bon pour la couche d'ozone. C'est pour ça que sur les bagnoles, on vous emmerde avec ça, qu'on vous dit qu'il faut descendre le NOx, absolument, c'est ça. Hein. Ce n'est que ça. Hein. Et bien sûr, ça pollue. Et en plus, plus vous avez de NOx, plus vous aurez de cancer. Donc voilà le principe du flamme bleue. Bon, je vous laisse schématiser, hein, parce que il y en a eu quelques-uns de montés. À un moment, c'était la mode. Si vous voulez plus de détails, hein, je peux vous faire une vidéo spécifique sur le flamme bleu, il n'y a pas de problème. Mais
Le principe, c'est ça, hein. C'est juste une récupération d'un certain volume de gaz brûlé dans la tuyère et entre la tuyère et le tube mélangeur. C'est tout. Pour vous faire descendre le NOx. Comme on vous fait sur les bagnoles avec les vannes à GR. Donc ça, c'est un autre système. Sinon, le système du gicleur, hein, c'est le même. Hein. C'est une pompe fuel, un ventilateur, un moteur avec un ventilateur, une pompe fuel qui vous amène de l'air, qui vous amène une pression de fuel ici. Hein. Tout simplement. Je vais vous parler des fuels à condensation. Et je vais vous dire ce que j'en pense après. Bon, le principe il est simple. Hein. Hop. Vous le dessinez comme ça. Je vais vous le dessiner comme ça. Je vais vous faire ça. Voilà. Là, c'est votre cheminée, hein, vos fumées. Là, votre brûleur est ici. Vous faites la flamme ici. Là, donc vous avez votre corps de chauffe qui passe ici comme ça. Et qui repart vers vos radiateurs. Hein. Vous êtes d'accord ? Votre radiateur est là. Hein. Bon, je simplifie, hein, mais c'est ça. Et votre corps de chauffe, il passe ici. On vous a rajouté ici un échangeur. Vous faites du feu. Chaudière. Hein. Chaudière. Là, je serais tenté de vous dire ici, de ce côté-là, dans une chaudière traditionnelle. Hein. Vous faites votre feu, votre rendement, vos machins et tout. On passe les gaz dedans, ici. On vous les ramène ici. On vous les fait redescendre ici. Et on vous les ramène ici encore un coup dans un échangeur pour récupérer ce littérateur de fumée. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous avez un siphon et vous êtes relié à l'égout. Chaudière normale, vous démarrez votre brûleur, vous chauffez votre corps de chauffe. Vous passez vos gaz, et ici, avec les températures de gaz qui vous restent, vous réchauffez encore un échangeur, hein, c'est un échangeur, hein, pour faire descendre vos températures de fumée pour améliorer votre rendement. Ok. Ça ressemble à une chaudière à condensation, mais vous êtes sur du fioul. Hein. N'oubliez pas. 50 degrés. Hein. En dessous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez condenser. Donc là, je vais vous faire de la belle condensation. Regardez. Hop. C'est ce qui va se passer ici. Hein. Là, vous allez faire plein de condensation. Et vous enlevez ça à l'égout. Alors là, attention les vélos. Là, je vais me refaire des potes. Et on vous dit que ça vous améliore de 15 à 20% votre rendement. C'est merveilleux, hein? Oui, c'est merveilleux. Ça marche, hein? Ouais, ça marche. Moi, il y a un truc qui me chagrine là-dedans. C'est ça. Ce qui est en vert. Parce que déjà, vous faites de la condensation. Il va déjà vous falloir une chaudière en inox. En inox qui tienne au condensat. N'oubliez pas que les condensats, qui dit condensat, dit acide. Donc là, vous faites des condensats avec de la suie acide. Alors là, ouais, ça me fait hurler. Ça me fait hurler. C'est scandaleux. Je vais vous dire franchement, c'est scandaleux. J'ai travaillé sur on le faisait sur de la grosse puissance. Hein. Que ce soit grosse puissance ou petite, ça ne change rien. Hein. Les résultats de la chimie est le même. Hein. On faisait de la récupération. On récupérait les acides. Ça s'appelait aquadepoleco, pour vous donner le nom. On récupérait des acides ici, c'est-à-dire qu'on n'avait pas rien à l'égout, qu'on ramenait dans des bacs, où ici on avait des nids d'abeilles pour séparer la suie. Ben oui. Il faut bien séparer la suie, là, vous allez faire de la suie, là, vous êtes au fioul, vous n'êtes pas au gaz, hein. Vous avez des imbrûlés. Hein. Toute la suie, toute la merde qu'on vous ramenez, ici vous en faites aussi. Hein. Vous imaginez, ici vous faites de la condensation avec de la suie. Donc on récupérait les gaz de fumée, on les passait dans des bacs, dans ce qu'on appelait des nids d'abeilles pour récupérer
la suie, et après on repassait les condensats dans de la soude caustique, j'arrête de l'écrire, de manière à détruire leur acidité. Sachez qu'ici vous récupérez, on avait des espèces de sacs en toile, hein, la suie tombait dans des sacs en toile, l'eau passait à travers les sacs en toile, repartait ici à traiter à la soude caustique, et on récupérait les suies. Sachez que les suies, plus les condensats, c'est égal à des métaux lourds. Hein. Ce qu'on appelle des métaux lourds. Hein. C'est scandaleux qu'on accepte ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Mais c'est scandaleux. Des métaux lourds, c'est ce que vous avez de plus polluant. De plus polluant. Alors là, si vous voulez sortir votre côté écolo, vous pouvez le sortir. Hein. Là, les écologistes, allez voir. Reprenez tous les calculs, toutes les bases des condensats avec les suies et regardez. Et vous en faites quoi, vous, de vos métaux lourds, là, ici, dans votre chaudière à condensation? Parce que moi, je vous ai parlé, nous, en industrie, ce qu'on faisait, on récupérait des acides, et on reprenait de l'acide avec de l'acide pour détruire l'acidité. L'acide détruit l'acide, hein, quand vous mélangez. Alors ça, c'est plus de la chimie de l'eau, c'est de la chimie des acides. Hein. Enfin bref. Mais vous, ici, vous voulez, vous faites 15 à 20%, mais ici, vous récupérez quelque chose, vous récupérez vos suies. Vous enlevez l'acidité de vos condensats. C'est scandaleux. Alors là, je vais vous dire, scandaleux. Et là, je vous parle d'un sujet que je connais, que je maîtrise. Hein. Parce que je l'ai exploité. Hein. Moi, j'étais voir les premières qui étaient montées en région parisienne. Hein. Donc, mon entreprise m'avait formé là-dessus. Hein. J'avais été en voir en région parisienne. Ici, sur Cherbourg, on en a vu qui avait été monté. Récupération des acides, séparation des suies, destruction des condensats acides. Je vous laisse cogiter là-dessus. Vous en penserez ce que vous voudrez. Ça, c'est facile à vérifier. Hein. Bon, il y a un sujet où je ne suis pas rentré. C'est les brûleurs de allures. Avec 2 gicleurs, bien souvent. Pour ça, vous trouvez ça dans les moyennes puissances et dans le début des grosses puissances. Hein. Je ne suis pas rentré dans le sujet parce que c'est un sujet bien complet. Et vous avez les brûleurs modulants. Qui généralement ont qu'un gicleur. Ce qu'on appelle des gicleurs à retour. Et vous modifiez votre puissance en modulant sous votre gicleur, la pression sous votre gicleur. Je ne suis pas rentré dans le sujet. Je vais voir où je ferai 2 vidéos, mais ça c'est plus de l'industriel. S'il y a des gens que ça intéresse, dites-le moi, n'ayez pas peur de me le dire. Ça me motivera à faire les vidéos. Je ne sais pas si je les ferai. Peut-être, peut-être pas. Mais je vous dis ça reste plus de l'industriel. Vous ne trouverez pas ça dans de la petite puissance, chez les particuliers. N'oubliez pas que ma chaîne parle toujours aux particuliers. J'essaie d'expliquer aux gens le plus simplement et à monsieur tout le monde. Ça c'est déjà plus c'est déjà plus la même chose. N'hésitez pas à me le dire. Venez dans les commentaires, hein, sous ma vidéo, hein, vous faites plus, puis vous allez dans les commentaires. Vous dites-moi dans les commentaires, ouais tiens moi, chaudière 2 allures, ça m'intéresse comment ça marche, chaudière modulant avec les gicleurs à retour, comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Je vous ferai la vidéo, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si j'ai... Là, je ne sais pas. Là je me tâtonne un petit peu, savoir si je le fais. Motivez-moi. Allez, je vous laisse me motiver pour les faire. Donc là, eh ben, on a fait le tour de cette vidéo, hein, la partie 2, donc les réglages. Hein, je vous ai parlé plus des réglages, hein,
le calcul des puissances, des réglages des pressions, des angles, tout ça. Derrière ça, je ferai une partie 3 qui sera les dépannages. Maintenant que je vous ai expliqué, je vous ai montré dans la première partie vraiment détaillé morceau par morceau comment ça fonctionnait, là les réglages, et je vous ferai une vidéo dépannage. Donc je pense que là, avoir fait le tour, donc nous voulons arriver au bout de cette vidéo, cette vidéo Brûleur Fuel partie 2, réglage. Si vous avez des questions dans tout ce que je vous ai développé, n'hésitez pas. N'oubliez pas, ma boîte de clock est là pour ça. Vous faites le petit plus en dessous de la vidéo, vous avez ma boîte de clock est là. Sinon, faites-le dans les commentaires, mais privilégiez la boîte de clock, c'est plus facile pour vous répondre sur un ordi que sur un téléphone. Si vous avez aimé ma vidéo, pensez à mon petit pouce bleu. Si vous êtes fan, pensez à vous abonner. Je sais, je me répète, mais c'est important pour que ma chaîne vive. Cette vidéo sera classée, j'ai une playlist sera classée dans la playlist chauffage. Alors, regardez, j'ai une playlist chauffage avec tout ce que j'ai fait dans le chauffage. C'est vrai que j'ai fait un gros sujet, ce chauffage. J'ai encore des vidéos à venir, c'est un énorme sujet. Mais allez voir, si vous n'arrivez pas à trouver, allez voir dans les playlists chauffage et vous la retrouverez. Ou vous trouverez tout ce que j'ai déjà publié sur le chauffage. Donc nous voilà au bout de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.